Hi, bonjour. Je suis ici avec Raphaël Petitjean, qui est la directrice générale de le mouvement de l'allaitement du Québec, ici à Montréal. Et je veux juste donner Raphaël une opportunité d'expliquer c'est quoi le MAC. Et après ça, on veut discuter d'autres choses avec le projet qui se passe avec le MAC. Bienvenue. Merci, Carole. Alors, le Mouvement Allaitement du Québec, ou le MAC, c'est un organisme communautaire qui, en 10 ans, est devenu vraiment la référence en environnement favorable à l'allaitement. Alors, c'est quoi les environnements favorables à l'allaitement? Bien, finalement, c'est l'ensemble des conditions qui exercent une influence positive sur la décision d'allaiter, mais aussi qui le soutient la décision par des moyens concrets. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les femmes soient soutenues de la grossesse jusqu'à l'allaitement et qu'elles puissent allaiter partout et en tout temps. C'est vraiment, en un mot, sur les environnements favorables à l'allaitement, c'est ça. C'est parfait. C'est une organisation qui est proche de ma cœur parce que je fais partie originalement d'un groupe qui commence avec ça. Puis je sais aussi que le MAC fait les différents projets. Puis à ce moment, on est un projet qu'on est nous deux qui est bien impliqués avec, et c'est un projet autour de le Code international. Est-ce que tu peux me donner un petit peu une explication qu'est-ce que ça se passe avec cette documentation et comment on peut utiliser quand c'est disponible? Alors, avant de rentrer un petit peu dans ce projet-là et tout ça, je voudrais juste te rappeler, Carole, que tout comme moi, tu fais partie des cofondatrices du MAC officiellement. Oui. Puisqu'on faisait partie des premières personnes qui ont vraiment structuré l'organisation en 2009. Donc, oui. C'est juste pour dire que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'effectivement le code est peut-être notre bébé en coparentalité. Là, on a beaucoup de parents pour ce bébé-là. C'est vrai. Donc, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions subséquentes de l'AMS, que je vais appeler juste le code pour tout le reste de la discussion. Là. C'est promis, je ne le redis plus au complet. C'est vraiment un outil qui rentre dans les environnements favorables à l'allaitement parce qu'il permet de contrer toutes les tactiques marketing des préparations commerciales pour nourrissons. C'est évident que les PCN, préparation commerciale pour nourrissons, on en a besoin, les bébés en ont besoin quand l'allaitement n'est pas possible. Puis quand on dit quand l'allaitement n'est pas possible, c'est que si la mère décide de ne pas allaiter, quelle qu'en soit la raison, ben, l'allaitement n'est pas possible, donc elle doit avoir accès au PCN. Donc l'objectif, c'est vraiment pas d'empêcher les mères d'avoir accès à cet outil-là, mais d'empêcher que les profits commerciaux vont au-delà des déterminants de santé et de développement optimal des jeunes enfants. Donc, le code existe depuis 1981. Le Canada a voté en faveur à l'Assemblée mondiale de la Nation de la santé. Oui. Depuis, il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises par l'Assemblée mondiale de la Nation qui ont permis de préciser certaines affaires. Et ces résolutions-là sont tout aussi importantes que le code. Oui, c'est toute la partie de le code. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'ensemble qui permet de définir ça. Ce code-là, quand on le lit, il est très complexe. C'est presque des termes juridiques, puis il y a toutes les résolutions qui viennent éparpiller un peu après. Il est difficile à comprendre. Et les gens, au premier abord, pensent que ça ne touche que les centres accoucheurs. Parce qu'on parle de comment on distribue les PCN aux bébés dans les centres accoucheurs, puis de la formation du personnel de la santé. Alors qu'en fait, le code s'applique à l'ensemble de la société et pas uniquement aux centres accoucheurs. Et donc, ce qu'on a voulu au niveau du MAC, dans un premier temps, c'est un petit peu expliquer le code d'un point de vue très particulier. Par exemple, les pharmacies communautaires, là, les pharmacies de quartier, ils vendent des PCN, puis c'est un bon endroit. Puis les femmes qui allaitent vont souvent là aussi pour demander des conseils. C'est un professionnel de la santé, particulièrement au Québec, qui est accessible. Oui. Mais il y a des façons de le faire. Et souvent, les pharmaciens, les pharmaciennes, ils n'essayent pas de vendre à tout prix des PCN, de faire du profit là-dessus. Ils veulent répondre aux besoins des familles, aux besoins des femmes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font malgré eux le jeu des fabricants de PCN. Par exemple, ils disent « je vais donner des coupons à baisse, ça va coûter moins cher aux familles. » Mais en faisant ça, ben là, on crée une dépendance aux produits, on crée une insécurité alimentaire parce que finalement, ça paraît accessible, mais quand la promotion s'arrête, on fait quoi? On paye le plein pot pour le produit. Alors que peut-être que ces familles-là, si ça avait été toujours plein pot, ils auraient poursuivi l'allaitement à ce moment-là.
Oui, puis ça peut causer un conflit d'intérêt aussi, parce que c'est un coupon qui peut retourner et acheter d'autres préparations. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a un conflit d'intérêt et malheureusement, le professionnel de la santé n'a pas forcément conscience qu'il est en conflit d'intérêt parce qu'on lui fait croire qu'il aide les mamans, que c'est pour ça qu'il le fait. Ouais. Et c'est ça qui est énervant. Je vais sortir le thème dans la non-application du code, c'est que c'est des gens qui sont vraiment de bonne foi, qui veulent aider, mais qui ne comprennent pas le code ou qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas comment le mettre en application et donc qui font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Oui, exactement. Donc, ça. Les feuillets qu'on a faits, c'est vraiment, on explique un petit peu le contexte, mais on donne plein d'exemples de comment le faire. On explique pourquoi c'est important de le faire. Donc, c'est beaucoup dans les bonnes pratiques. On n'est pas là pour taper sur d'autres personnes. On veut vraiment aider ces professionnels-là à donner encore un meilleur service aux femmes et aux familles et à protéger adéquatement l'allaitement. Donc là, je parlais de celui pour les pharmacies. On en a un aussi pour les cliniques médicales. Oui. Beaucoup de cliniques médicales qui distribuent soit des boîtes de préparation commerciale pour nourrissons, puis ça aussi, c'est connu que quand il y en a dans le placard, on a tendance à en donner beaucoup plus que s'il faut aller l'acheter en cas de nécessité. Ils donnent aussi de la documentation, mais souvent, ils ne veulent même pas mettre une photo d'allaitement dans leur salle d'attente parce que là, ils ont l'impression de mettre de la pression sur les femmes. Oui. Alors qu'en fait, si on analyse bien les choses, ce n'est pas tellement la promotion de l'allaitement qui met la pression sur les femmes. C'est le fait que d'un côté, on fait la promotion, puis de l'autre côté, il y a 36 000 barrières qui font que les femmes n'atteignent pas leur propre objectif d'allaitement. Selon les dernières statistiques, c'est seulement 8% des femmes qui atteignent leur objectif d'allaitement. Ça veut dire qu'il y en a 92% qui ont abandonné l'allaitement plus tôt qu'elles ne le voulaient. Oui. C'est énorme. Oui. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui. Puis quand on parle autour de code de commercialisation, il n'y a aucune... c'est comme quand on parle, c'est pas que tu ne peux pas avoir, comme tu expliques, c'est vraiment autour de marketing. C'est la promotion d'un produit qui n'est pas nécessaire. Puis maintenant, on sait que le taux de profit est extrêmement énorme globalement. Je pense que il a mentionné, c'est proche de 102, moi je veux dire milliards, billions dollars américains autour de, je pense que 2024. Ça, c'est l'expectation pour le profit de ça. En 2018, on était déjà à 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui. Puis c'est surtout une augmentation de 40% du chiffre d'affaires dans les 10 dernières années. C'est ça qui est affolant, alors qu'on a l'impression qu'on a un retour à l'allaitement, que les femmes allaitent de plus en plus. Donc, ils arrivent à augmenter leur chiffre d'affaires. Et le pire, c'est que par exemple, il n'y a aucune étude qui démontre qu'une marque est meilleure qu'une autre, alors qu'eux jouent là-dessus pour des produits à soi-disant plus-value qui ne sont pas nécessaires. Oui. Et c'est effectivement tout ça qui pose problème. Puis dans le fond, ce qu'on veut avec le code, c'est on voudrait qu'une femme qui a des difficultés en allaitement, elle ait de l'accès à du soutien et à des professionnels formés plus facilement en cas des PCN. Donc, alors qu'actuellement, quand une femme est prise avec des problèmes, le plus facile, ça reste d'aller acheter une boîte de préparation pour nourrissons. Si il n'y en a pas déjà une quelque part dans un placard qu'on a reçu, on ne sait pas trop comment, en s'abonnant, on ne sait pas trop quel concours. Oui. Puis à ce moment, c'est au Québec, au Canada, on n'a pas vraiment la loi autour de le code. Et je pense que ça, c'est assez important du monde qui comprend c'est un code, c'est pas une loi, mais comme un professionnel de santé, du monde qui est avec la famille, c'est important qu'ils comprennent qu'il y a une responsabilité autour de santé publique, autour de l'importance de soutien à une famille avec ses propres décisions. Et de soutien à l'allaitement, c'est contre cette situation. Et de soutien à une famille qui fait la décision d'utiliser le lait commercial, ça non plus, c'est pas un conflit d'intérêt. C'est pour donner la préparation gratuite avec des coupons ou avec la promotion. C'est ça, c'est le temps avec qui est un conflit pour le code. Puis je rajouterais que, tu sais, je suis d'accord avec toi que un professionnel qui donne peut tout à fait donner des conseils sur l'utilisation des préparations commerciales pour nourrissons. Il faut en donner, mais
il respecte le code seulement s'il n'a pas eu de l'information directement par les fabricants de PCN. Parce Exactement que sinon, ça, ouais. l'information que lui donne, elle est biaisée par Oui. l'information que lui a eue, payée par des gens qui ont sciemment donné une information qui n'était pas tout à fait adéquate pour orienter la décision. Donc ça aussi, il faut faire attention parce que ça fait partie du code justement que les professionnels de la santé, que toutes les personnes finalement qui interviennent auprès des familles ne soient pas rémunérées directement ou indirectement par les fabricants de PCN. C'est exactement ça. C'est comme moi, je suis une infirmière, une EBCLC, j'ai une responsabilité d'avoir la connaissance comment tu peux faire une préparation si un a besoin d'utiliser ou un parent a besoin d'utiliser, mais sans aucun soutien par une compagnie commerciale. Mais pour moi, c'est autour de côté santé publique parce que c'est qu'est-ce que tu écris sur une canne, c'est souvent différent que c'est quoi c'est la recommandation pour la préparation avec le OMS. C'est donc, et aussi c'est notre propre documentation gouvernementale. C'est donc, quand on parle, beaucoup de compagnies, ils disent qu'on ajoute d'autres choses dans le lait commercial parce que c'est mieux aux proches de le lait humain qui n'est pas du tout vrai. Mais c'est un risque parce qu'il y a beaucoup de préparation qui est ajoutée dans la préparation, mais jamais prouvé que c'est sécuritaire pour un enfant non plus. Et donc, il utilise tous les extras comme une forme de marketing. Oui, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir dans ce que tu as dit. Tu sais, tu parlais d'une loi tout à l'heure, puis moi, je ferais une comparaison avec l'industrie du sucre. Là, c'est en train de sortir partout que l'autorégulation, ça ne marche pas. Là, ils sont en train de regarder pour mettre des lois, pour mettre des choses, parce que ça ne marche pas. Mais les PCN, l'autorégularisation, là, que depuis 1980, tout le monde prône et qu'on dit qu'au Canada, il n'y a pas besoin de loi, l'industrie va s'autoréguler, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'il faut oublier. Puis au Québec, la stratégie qui a été choisie par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour améliorer l'allaitement depuis pratiquement en 2001, là, depuis que les lignes directrices sont sorties, c'était vraiment la mise en place des établissements Initiative Amis des bébés, IAB. Oui. Et dans l'IAB, une des conditions, c'est le respect du code. Oui. Et je dois dire qu'à l'intérieur du réseau de la santé, même si ça ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, le code est quand même relativement bien respecté. Oui. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Sauf que ça ne donne rien si la mère, elle sort avec son bébé de 24 ou 48 heures, puis que là, elle se fait bombarder de tactiques marketing, sachant tout le brainstorming qu'il y a eu sur les réseaux sociaux avant, là, les fameux blogs, par exemple, qui sont soi-disant ma libre opinion, j'ai le droit de dire que moi, je nourris avec des biberons, oui, tout à fait. Puis, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a un passage qui est complètement biaisé, puis il y a une marque qui est citée, et donc la personne a été payé par cette compagnie-là. D'ailleurs, il y a la pub qui s'affiche à côté, comme par hasard, une pub qui s'affiche toute seule. Là, c'est pas moi qui choisis les pubs. Donc, c'est même pas transparent leur affaire. Là, c'est vraiment visible comme le nez au fil de la figure. Sauf qu'il dit, moi, je suis blogueuse, j'ai le droit de parler de ce que je veux. C'est ça qui est terrible. Donc, c'est important de comprendre que le code, il faut prolonger finalement tout ce qui est fait dans le réseau de la santé. C'est qu'une petite partie dans la vie d'un bébé et de l'allaitement, là, ce qui se passe dans le centre accoucheur, c'est super important, c'est le début, mais il faut le prolonger ailleurs. Et donc, il faut, ce que je dis un peu à la blague en ce moment, là, il faut déconfiner l'allaitement de la santé publique. Oui, c'est une affaire d'économie, c'est une affaire d'environnement, c'est une affaire de socioculturelle, c'est une affaire de droits des femmes. Oui. D'égalité ou plutôt d'inégalité des femmes envers les hommes, parce que comme c'est essentiellement des femmes qui allaitent, là, même s'il y a des personnes qui ne s'identifient pas comme femmes et qui allaitent, il faut le reconnaître aussi et les intégrer dans notre discours, mais c'est quand même essentiellement des femmes qui allaitent. Donc, c'est vraiment important de voir l'allaitement comme quelque chose de beaucoup plus large. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'abus sexuel envers l'enfant. Non. C'est juste un acte tout à fait normal pour les mammifères que nous sommes et notre lait sera forcément de toute façon beaucoup plus accompli que n'importe quelle préparation commerciale parce que ça fait, je ne sais pas, que l'humanité, là, à quel âge, Carole, ça fait combien de temps qu'on est des mammifères là, dans notre évolution? Exactement ça. Puis c'est quelque chose, souvent on
discute le code, puis souvent on a juste parlé autour de préparation commerciale, mais c'est inclus des biberons, les tétines, le suce, et souvent comme côté médical, ils pensent que c'est correct, on a besoin d'utiliser un biberon pour un bébé. Il y a d'autres façons d'aussi utiliser pour nourrir un enfant. Et aussi, c'est des fois qu'on a juste focusé sur la compagnie commerciale, mais il y a d'autres compagnies aussi qui est bien impliquées et violer le code assez fort. Et c'est donc ça c'est important qu'on connaît. C'est pas juste le lait commercial, c'est aussi les biberons, les tétines. Et c'est notre rôle comme professionnel de santé, on a une obligation de ne pas avoir un conflit d'intérêt. Et je pense que c'est assez important. C'est tout à fait vrai. Puis les biberons, c'est vrai que c'est un moyen utile, surtout pour un bébé qui ne tète jamais au sein. Oui. Donc, quand c'est le mode d'alimentation. Mais il y a des problèmes. Hein. Le biberon, c'est quand même beaucoup moins bon que d'allaiter pour tout le développement. Puis, il y a une espèce de mode où des fois, il y a certains, l'autre parent, surtout quand c'est un père qui cherche sa place un peu comme auprès de l'enfant, et donc il a l'impression que pour avoir sa place, il faut que lui aussi nourrisse l'enfant, comme si l'attachement ne pouvait passer que par la bouffe. Oui. Donc c'est ce que je dis, moi, il singe la mère en donnant un biberon. Oui. Donc bien souvent, il y a des femmes qui vont exprimer du lait pour pouvoir que le père soit capable ou la grand-mère soit capable de donner un biberon. Et ça, c'est dommage parce qu'en plus, quand c'est occasionnel comme ça, c'est là que ça fragilise l'allaitement, surtout pour ceux qui voudraient faire un allaitement non écourté, allaiter un petit peu plus longtemps que les 4 ou 6 premiers mois. C'est important de faire ça. Et par exemple, il y a des études qui démontrent que si le bébé boit dans une tasse ouverte, il va développer beaucoup plus d'habiletés qu'il ne développe pas au biberon. Non, donc, en plus, même par après, c'est pas dans le code, mais peut-être qu'un jour, ça va rentrer, là, les fameuses tasses à bec là, qu'on donne à partir de 6 mois, qui tiennent debout tout seul. C'est même plus recommandé, ça, maintenant. Oui. Le bébé devrait apprendre beaucoup plus rapidement à boire sur une tasse ouverte quand il n'est pas au sein. Oui. Donc, il faut aller plus loin. Puis, les suces, c'est sûr qu'on néglige. Moi, ça sauve des vies aussi, des fois, mais c'est correct quand les personnes, comme le biberon, connaissent ces alternatives, prennent une décision en connaissant les conséquences, mais qui se disent, moi, dans ma réalité, qui est complexe, qui comprend plein d'affaires, c'est ce qui convient le mieux pour moi, je décide d'aller dans cette voie-là, c'est correct. Oui. Ce qui l'est moins, c'est quand une femme dit, moi, je vais donner une suce parce que je vois tous des bébés avec des suces partout, donc c'est comme un accessoire normal, là, tu sais, le bébé, il vient avec c'est comme la poupée qu'on achète qui vient avec une suce, le bébé, il sort du ventre avec une suce aussi, là. Donc, puis il y a une espèce de, ça aussi, ça fait le jeu des préparations commerciales pour nourrissons là, faut pas, le corps de la femme n'est pas un objet, donc c'est pas une suce. Hein. Il y en a qui jouent là-dessus, il y en a qui osent jouer là-dessus. Oui. Hein, on s'entend là, donc juste étais le sang, non, t'es pas un objet, t'es autre chose que ça, donc tu dois pas servir de suce à ton bébé. Oui. Vraiment, il y a... Oui, la connexion avec l'enfant. Oui. Donc, on a mettre comme un vrai objet qui ne se mange pas. Non, ça marche pas. Alors, mais alors que c'est pas vrai, c'est ça. Non, c'est vraiment juste un argument qui est comme faussement utilisé. C'est comme les fabricants de PCL, ils sont tous pro-allaitement. Ah oui, c'est bien d'allaiter. On sait combien c'est difficile, mais vous inquiétez pas, quand ça va déraper, parce que ça va déraper, on est là pour vous. Oui. Tu sais, c'est vraiment ça le discours qu'il lance. C'est horrible comme il manipule les gens, il manipule les médecins, il manipule les blogueurs, il manipule les femmes. C'est en toute impunité. Oui. Ça coûte cher à la société, c'est incroyable. Parce que cette industrie-là, eux, ils font des profits. Mais le coût en santé publique, c'est pas eux qui l'assument. C'est des multinationales qui se débrouillent pour pas payer d'impôts de toute façon ou très peu. C'est ça qui est écœurant. Oui, c'est quelque chose qui actuellement, on va closer avec ça, c'est actuellement, c'est notre titre de Semaine mondiale de l'allaitement qui est le favorable de planète sécuritaire et santé. Et c'est l'utilisation avec
tous les extras associés avec le piscine, biberon, tétine, puis le biberon, la canne, tout ça, c'est pas favorable pour notre environnement de planète. Je pense que c'est important que l'information que le MAC a eue autour de code. J'espère qu'on peut ajouter peut-être un link avec cette petite vidéo qu'on peut partager avec tout le monde. Et éventuellement, on veut avoir ça en anglais aussi. Donc, c'est bien d'avoir de bonnes informations en français. Et je pense que le MAC partage aussi avec le reste du Canada et le monde. Tout à fait. Et c'est une excellente opportunité pour faire une différence au Québec, au Canada et mondial. Et dans le monde, moi je pense qu'on est des leaders au niveau environnement favorable à l'allaitement, mais il y en a d'autres. Oui. C'est sûr qu'on essaie, les feuillets vont être traduits en anglais sous peu. Et donc, ils vont être disponibles bientôt. Et d'autres outils aussi. On n'a pas parlé des futurs projets, on a parlé juste des feuillets qui sont en cours, mais vous inquiétez pas, on a tout un projet de plaidoyer pour le code. Puis le comité code du MAC aussi est là pour répondre à toutes les questions un peu pointues sur l'application du code. Comme justement, on a plein d'experts autour de la table. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations quand même comme n'importe quel texte de loi, mais là, quand on a 5-6 personnes qui arrivent à un accord sur l'interprétation, sur ce qui est correct ou pas de faire, c'est béton. C'est indiscutable, puis on sait que c'est acquis. Donc, n'hésitez pas à solliciter le MAC aussi pour toutes vos questions un peu pointues par rapport au code, en français ou en anglais, parce qu'on a plusieurs anglophones sur le comité aussi, donc ce n'est pas un problème. C'est moi. Parfait. Merci Carole. C'est vraiment génial de jaser avec vous cet après-midi, Raphaël. Merci beaucoup. OK, bonne journée. Merci à toi. Merci, au revoir.